Bonjour à tous, la séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Ce matin, vers 11 h, au péage d'Incarville dans l'Eure, près de Rouen, un convoi pénitentiaire a été victime d'une embuscade. Attaqué par une voiture bélier, les fourgons ont essuyé des tirs à l'arme lourde qui ont coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire. L'un d'eux laisse une femme et 2 enfants. L'autre, une femme enceinte de 5 mois. 3 autres agents grièvement blessés sont actuellement hospitalisés. J'adresse en notre nom à tous tout notre soutien à tous les agents de l'administration pénitentiaire endeuillés par la mort de leurs collègues, ainsi qu'aux familles de ces derniers. Les auteurs de cette attaque criminelle ne doivent pas rester impunis, et je sais que tout est mis en œuvre pour les retrouver. Je salue à cet égard l'action des forces de l'ordre, leur courage et leur réactivité. L'Assemblée nationale se tiendra toujours aux côtés de ceux qui servent la République et protègent nos concitoyens. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, en mémoire des fonctionnaires assassinés dans l'exercice de leur mission et en solidarité avec leurs familles et leurs collègues, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce matin, dans l'Eure, 2 agents de l'administration pénitentiaire sont morts en accomplissant leur devoir. 3 autres ont été blessés très grièvement. Ce matin, dans l'Eure, c'est la République qui a été attaquée. C'est l'ordre républicain qui a été pris pour cible. C'est notre justice. C'est le refus de l'impunité sur lequel on a tiré. À mon tour, au nom du gouvernement, en notre nom à tous, je veux leur rendre hommage. Notre peine, c'est celle de tout un pays choqué par cette attaque d'une violence inouïe, par la brutalité et par la lâcheté de ses auteurs. Tout un pays est reconnaissant pour l'engagement de ses agents, pour l'engagement quotidien des agents de l'administration pénitentiaire. Tout un pays qui ne reculera jamais devant les violences et les attaques, qui se tient uni, solidaire, derrière toutes celles et ceux qui se battent pour faire respecter le droit, respecter la loi et respecter la justice. Tout un pays déterminé à ce que justice soit rendue. Aujourd'hui, mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes. Je veux leur dire notre solidarité et notre soutien. Aujourd'hui, je veux avoir un mot pour tous les agents pénitentiaires à travers la France. Tous les agents qui, eux aussi, escortent des détenus au quotidien. Tous les agents qui accomplissent dans les établissements, sur les routes, chaque jour, leur devoir. Tous les agents qui se disent aujourd'hui que cela aurait pu être eux et dont la douleur est immense. Je veux leur dire que nous savons, que les Français savent ce qu'ils accomplissent au quotidien. Je veux leur dire que nous serons avec eux, à leur côté, au quotidien, pour continuer à veiller sur leur sécurité, pour que l'autorité soit respectée, pour que force aille toujours à la loi. Le ministre de la Justice a convoqué ce matin une cellule de crise. Il se rend auprès des collègues des victimes. La juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée s'est saisie de l'affaire. Tout sera
mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime abject. Tout. Le plan Épervier a été déclenché. Nous n'économiserons aucun effort, aucun moyen. Nous les traquerons, nous les trouverons, et je vous le dis, ils paieront. Nous le devons aux victimes, nous le devons à leurs familles, à leurs proches, nous le devons à tous les membres de l'administration pénitentiaire, nous le devons à tous les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par le groupe LIOT. Madame Estelle Youssouffa, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'épidémie de choléra tue et progresse à Mayotte, avec seulement 5 urgentistes pour une population réelle de 500 000 habitants. Nous devrons survivre au refus de votre gouvernement de vacciner la population volontaire et de distribuer de l'eau en bouteille alors que nos robinets sont à sec. C'est un scandale sanitaire annoncé et de la non-assistance à population en danger. Cette épidémie de choléra illustre le naufrage de l'État à Mayotte. Mais nous, Mahoraises et Mahorais, sommes debout. Nous nous battons, nous sommes vigilants et nous voulons un avenir. Un avenir qui passe par la desserte aérienne de notre île et la piste longue. Votre ministre des Transports a annoncé en petit comité que notre volcan sous-marin exclut la possibilité de construire la piste longue en petite terre à cause d'un risque de submersion et de tsunami. Des risques naturels majeurs, imprévisibles et des travaux qui priveraient Mayotte de tout aéroport pendant 18 mois. Mayotte prend donc acte de vos arguments. Monsieur le Premier ministre, quelle mise à l'abri prévoyez-vous pour la population de Petite Terre manifestement en danger ? L'État choisit Bouyouni en Grande Terre pour construire un nouvel aéroport près du port de Longoni. Cela ouvre des perspectives économiques inédites, positionnant Mayotte en plateforme logistique du canal du Mozambique. Prévoyez-vous donc le budget du nouvel aéroport dans la loi Mayotte à venir? À quelle date le premier coup de pioche? Puisque le temps presse. L'État nous dit que l'aéroport actuel serait inutilisable dès 2035, c'est-à-dire demain. Pas le temps de louvoyer pour laisser le dossier au prochain locataire de l'Élysée, comme c'est l'habitude depuis 40 ans. Parce que je vous le dis ici, les Mahorais n'iront jamais utiliser l'aéroport des Comores voisines en attendant que Paris se décide à construire un aéroport pour désenclaver notre département. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vergrit, ministre en charge des Transports. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Youssouffa, je partage avec vous le constat que la desserte aérienne de Mayotte est un enjeu majeur et garantit la continuité territoriale de l'archipel. C'est pour ça que depuis l'engagement du Président de la République en 2019, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour renforcer cette desserte aérienne de l'île et améliorer l'infrastructure. Les premières études qui ont été réalisées dans cette perspective, que j'ai pu présenter avec ma collègue Marie Guévenoux aux élus la semaine passée, dont vous-même, Madame la députée, montrent en effet, comme vous l'avez dit, que l'aéroport actuel est exposé à un risque géologique majeur lié à la présence d'un volcan sous-marin, un phénomène dont personne n'en pouvait anticiper les impacts. Cette orientation nouvelle nous fait évidemment, qui totalement externe à la volonté politique, fait que la construction d'une piste longue sur l'aéroport actuel n'est plus une piste crédible pour pouvoir effectivement améliorer la desserte de l'île. Et comme vous l'avez dit, la construction d'un nouvel aéroport sur un site alternatif plus sûr est aujourd'hui l'option la plus crédible, mais elle nécessite encore des études approfondies. C'est donc ni un recul, ni un renoncement, mais un nouveau projet, une réorientation du projet que nous devons élaborer ensemble en toute transparence. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité la semaine passée donner les résultats de ces études de manière totalement transparente. Donc que nous devons construire ensemble pour doter les Mahorais effectivement d'une infrastructure à la hauteur de l'enjeu
et que nous pourrons présenter ensemble à la rentrée au Mahorais, une fois l'ensemble des études terminées, avec un engagement, effectivement, d'aller dans la direction de ce nouvel aéroport sur un site plus sûr. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la situation était prévisible et vous ne l'avez pas empêchée. 30 ans après l'entente entre deux hommes pour une paix entre deux camps, le dialogue est rompu. L'État médiateur est devenu juge et partie, alors que la situation appelle, de la part du gouvernement, de la sagesse, de la tempérance, de la lucidité. Or, poursuivre l'examen du projet de loi constitutionnel de dégel du corps électoral, c'est choisir l'embrasement. L'apaisement, Monsieur le Premier ministre, ne reviendra pas par l'envoi d'escadrons de gendarmerie supplémentaires, ni par une surenchère de la parole et de la polémique dans cet hémicycle. L'apaisement ne peut passer que par le retrait du projet de loi constitutionnel et par un groupe de contact qui irait sur place pour organiser le retour au dialogue. C'est la seule voie, Monsieur le Premier ministre, pour obtenir un accord global dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Il ne peut en être autrement. Vous devez garder à l'esprit que la paix s'est construite avant vous, grâce à un consensus, grâce à des compromis, grâce à des sacrifices. Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. Monsieur le Premier ministre, je vous en conjure, soyez à la hauteur de ce moment historique. Le président de la République lui-même a ouvert une possibilité de négociation en repoussant la convocation du Congrès à Versailles. Comme nous, comme le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 3 anciens premiers ministres vous exhortent à sortir de l'impasse. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, nous vous appelons solennellement à reprendre le dossier en main, à retirer le texte et à rétablir le dialogue pour un accord global. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne. Avant toute chose, Monsieur le Président, je veux rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui ont fait face ces dernières heures à des violences d'une intensité rare en Nouvelle-Calédonie. Rendre hommage à leur professionnalisme et leur sang-froid face à des incendies, à des pillages, à des tirs qui les visaient. 54 d'entre eux selon un premier bilan, ont été blessés. Leur engagement pour permettre le maintien de l'ordre et protéger la vie humaine force le respect. En Nouvelle-Calédonie, on connaît le lourd tribut de la violence. On sait qu'elle ne résout rien, qu'elle ne mène à rien. Et je veux le dire clairement, comme je l'ai affirmé ce matin, les violences ne sont ni justifiables, ni tolérables. La violence n'a jamais forcé la main de personne. Elle n'a jamais permis le dialogue. Et c'est par le dialogue, et par le dialogue seulement, que nous trouverons une solution politique globale pour la Nouvelle-Calédonie. Notre priorité aujourd'hui, c'est le retour du calme. Comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, 4 escadrons de gendarmerie supplémentaires arriveront dans les prochaines heures sur place et le haut-commissaire a décidé d'un couvre-feu pour la nuit. Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interpellez sur la question de l'examen du projet de loi constitutionnel ces jours-ci par votre Assemblée. Aujourd'hui, des personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y résident depuis de très nombreuses années, qui ont leur vie personnelle et leurs activités professionnelles, qui y payent des impôts,
sont privés du droit de vote aux élections provinciales, c'est-à-dire à des élections locales. Le dégel du corps électoral est donc un enjeu démocratique majeur, incontournable, demandé par le Conseil d'État. Un enjeu démocratique pour permettre aux prochaines élections provinciales de se tenir et d'assurer la parfaite représentativité des élus sans remettre en cause les équilibres fondamentaux des accords de Nouméa. Mais notre volonté, je le redis ici, notre volonté unique, c'est de trouver un accord politique global. Un accord politique le plus large possible avec les indépendantistes et les non-indépendantistes qui permettent d'aller de l'avant et d'écrire le futur de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord, je le redis ici, il passera par le dialogue, par la discussion avec toutes les parties prenantes. C'est pourquoi notre main est toujours tendue. C'est pourquoi le président de la République, et vous l'avez rappelé, a proposé d'ouvrir de nouvelles discussions entre les responsables politiques calédoniens et le gouvernement. C'est pourquoi, je le dis ici, le Congrès ne sera pas convoqué immédiatement après l'issue des débats à l'Assemblée nationale. Et dans l'intervalle, évidemment, j'invite les responsables politiques calédoniens à saisir cette main tendue et à venir discuter à Paris dès les prochaines semaines. L'important, c'est l'apaisement. L'important, c'est le dialogue. L'important, c'est la construction d'une solution commune, politique et globale. L'important, c'est de trouver les moyens de faire respecter le choix souverain de la Nouvelle-Calédonie, de rester dans la République et de trouver le bon équilibre pour l'avenir du Caillou et de la jeunesse calédonienne, tout en respectant le droit à l'autodétermination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Chers collègues, 2 surveillants pénitentiaires ont été assassinés dans l'exercice de leur métier, un 3e grièvement blessé. Le groupe socialiste exprime sa profonde solidarité envers les familles endeuillées et les agents pénitentiaires trop souvent déconsidérés. Monsieur le Premier ministre, la Nouvelle-Calédonie connaît une nouvelle nuit de violence. La gravité de ce qui se passe nous inquiète profondément. La représentation nationale doit faire preuve de la plus grande retenue et d'un sens aigu des responsabilités. Le groupe socialiste condamne évidemment fermement toutes les violences et exactions et adresse sa solidarité aux victimes comme aux fonctionnaires blessés. Nous appelons ici et solennellement au retour au calme et à la reprise du dialogue. Mais chaque minute qui passe nous éloigne de ce qui a fait la force depuis 35 ans d'un processus de décolonisation partagée, porté par les gouvernements successifs, avec Michel Rocard et les accords de Matignon, Lionel Jospin et Nouméa, et dernièrement Édouard Philippe, une méthode, celle du dialogue et les consensus. Pour le retour au calme, Monsieur le Premier ministre, c'est cela la solution. Alors nous vous le demandons une nouvelle fois, suspendez l'examen de cette réforme constitutionnelle. Dire que vous ne convoquerez pas dans les prochaines semaines un congrès n'est pas la seule solution. Renouez les fils du dialogue, Monsieur le Premier ministre. Ressaisissez Matignon, vous-même, de son rôle historique, être un acteur impartial du compromis. L'accord de Nouméa arrive à son terme. La responsabilité première est désormais dans vos mains de Premier ministre pour obtenir un accord global. Faites un geste, donnez un calendrier clair, renouez avec la construction d'un dessein commun. Il en va de la paix civile. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, depuis hier, nous étudions le projet de loi constitutionnelle qui a d'ailleurs été voté au Sénat et qui fait suite au texte projet de loi organique qui a été voté à l'Assemblée, d'ailleurs comme au Sénat, qui reporte les élections provinciales, c'est-à-dire les élections locales en Nouvelle-Calédonie qui devraient se dérouler au mois de mai, vous le savez, de cette année, et qui sont reportées au moins jusqu'au 15 décembre 2024, voire davantage si nous devions trouver un accord. Dans le projet de loi que le gouvernement vous présente, il y a évidemment d'abord la question du dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Vous savez, monsieur le député, que ce dégel du corps électoral pour les élections provinciales est une nécessité démocratique, bien évidemment, mais juridique, le Conseil d'État nous ayant expressis verbis évoqué le fait que si nous convoquions les élections provinciales sur corps électoral restreint, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent voter que parce qu'ils sont nés ou sont arrivés en Nouvelle-Calédonie avant 1998, alors ces élections auraient de très fortes chances d'être annulées au moment même où les provinces ont un poids particulier
puisque c'est un gouvernement autonome pour gérer les questions économiques, la crise du nickel étant particulièrement, vous le savez, difficile et importante en Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, vous le savez, le gouvernement depuis 3 ans tend la main et retend la main à l'ensemble des acteurs, à multiplier les réunions pour justement trouver la solution d'un accord global qui, effectivement, et nous le regrettons, n'a pas été trouvé jusqu'à présent. Et l'article 2, que vous ne citez jamais de ce projet de loi constitutionnel, monsieur le député, j'espère que tout à l'heure nous aurons l'occasion d'en parler, prévoit évidemment que si un accord global est trouvé, qui pose la question bien sûr des modalités de l'autodétermination, et si par ailleurs on pose la question de la modernisation des questions institutionnelles en Nouvelle-Calédonie, alors oui, il y aura un changement constitutionnel qui s'inspirera de cet accord. En attendant, prenez vos responsabilités, rétablissons la démocratie en Nouvelle-Calédonie pour tous les Calédoniens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Delaporte. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je regrette que ce soit vous qui ayez répondu et non le Premier ministre qui, jusque-là, est aux abonnés absents sur ce dossier majeur. Depuis 35 ans, c'est le locataire de Matignon qui fut l'artisan du dialogue patient. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous, votre responsabilité essentielle demeure. Suspendez cette réforme, c'est elle qui a provoqué la situation que nous connaissons depuis maintenant 3 jours et qui nous inquiète collectivement. La démocratie, c'est aussi le respect du consensus, c'est le respect d'une méthode. Monsieur le Premier ministre, un accord, ça ne se négocie pas sur la pression. Monsieur Delaporte, merci. La parole est à Monsieur Philippe Dunoyer pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 jours, dans le Grand Nouméa, plusieurs dizaines de commerces, de magasins et d'entreprises ont été pillés ou incendiés. Plusieurs centaines de Calédoniens ont été insultés, menacés ou agressés jusque chez eux. Et ce sont plus de 80 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Je veux rendre ici également hommage au courage et à l'engagement de nos forces de l'ordre. Le couvre-feu a été instauré. La vente d'alcool et le transport d'armes ont été interdits dans un pays où 1 foyer sur 4 possède plusieurs armes à feu. Toutes les autorités indépendantistes et non indépendantistes ont pour l'instant sans succès appelé à un retour au calme. En ces instants dramatiques, Monsieur le Premier ministre, qui nous renvoient à des heures sombres qu'aucun habitant du Caillou ne pensait revivre, mes pensées vont vers les Calédoniens de toute ethnie, qui sont aujourd'hui plongés dans l'angoisse et dans l'incertitude. Mes pensées vont également vers ces chefs d'entreprise et les plus de 1000 salariés qui ont tout perdu. Et mes pensées vont également vers les forces de l'ordre et les pompiers qui font front dans un contexte très difficile. Monsieur le Premier ministre, mes questions sont les suivantes. La priorité, c'est de rétablir l'ordre. Il faut à tout prix éviter que des citoyens s'exposent pour protéger leurs familles, leurs habitations ou leurs entreprises. Pouvez-vous nous préciser quand arriveront ces renforts tant attendus pour mettre fin à la guérilla urbaine que nous constatons? Ensuite, comment l'État peut-il venir en soutien de ces entreprises et de ces salariés qui sont dans un dénuement extrême, sans garantie d'assurance? Enfin, la seule sortie possible, c'est le retour au consensus, par la conclusion d'un accord global. C'est la voie auquel le Président de la République nous invite ce week-end, en priant tous les élus calédoniens de venir à la table des négociations. Comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, et dans quel calendrier organiser ce dialogue? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dunoyer, d'abord, je veux vous remercier de la qualité non seulement de vos interventions depuis hier, mais, me semble-t-il, du calme qui est le vôtre au moment où je sais que, y compris vos proches et votre famille, peut être menacée par ceux qui essaient de terroriser les représentants de la nation.
Je veux également, comme ministre de l'Intérieur, condamner tous ceux qui ont menacé de mort le député Mesdorf, l'interdisant de revenir sur sa propre île par un communiqué de presse absolument inacceptable, menaçant sa famille. Comme je veux aussi soutenir la présidente Backès, dont le père a dû être cette nuit par le GIGN sorti d'une maison en feu à 80 ans. Ce n'est pas des méthodes politiques que de pouvoir mettre des pressions sur des femmes et des hommes. Monsieur le député du Noyer, à la demande du président de la République et du Premier ministre, dès ce matin, les renforts sont partis pour la Nouvelle-Calédonie, des territoires ultramarins qui entourent la Nouvelle-Calédonie comme d'Hexagone. Et cet après-midi, grâce au ministre des Armées, un avion sera affrété avec les 4 escadrons supplémentaires pour arriver en Nouvelle-Calédonie pour établir l'ordre, puisque vous l'avez très bien dit, malgré les 80 interpellations, plus de 70 policiers et gendarmes ont été blessés, des familles de gendarmes ont été évacuées et des tirs réels ont eu lieu sur ces familles qui n'ont rien à voir avec le port de l'uniforme de la République, déjà évidemment scandaleusement outragé. 80 chefs d'entreprise ont vu leurs outils de production brûlés ou détruits et le Premier ministre m'a demandé de travailler avec le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Économie et des Finances à leur accompagnement, même si vous le savez qu'il s'agit d'une compétence locale. L'État français, comme toujours, sera au rendez-vous. Enfin, le consensus, nous le souhaitons et dès le vote, ce soir nous l'espérons, de ce texte, le Président et le Premier ministre écriront à toutes les parties calédoniennes pour les inviter, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, dans les prochains jours, rencontrer à Paris Monsieur le Premier ministre et moi-même pour trouver, j'en suis sûr, un accord global, pacifique, qui fera honneur à la France et à la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, depuis dimanche, la Nouvelle-Calédonie s'embrase. Incendies, barrages, tirs à balles réelles contre des gendarmes ou encore formation de milices cagoulées et armées qui laissent craindre une spirale de la violence irréversible. Nous saluons l'appel du gouvernement calédonien à la raison et au retour du dialogue. La paix civile perdure depuis des décennies grâce aux accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa. Cette paix est précieuse et fragile, car c'est sur les vieilles cicatrices que se réouvrent les nouvelles blessures. Les violences actuelles nous ramènent 40 ans en arrière. Personne ne veut revivre ce qui était pudiquement appelé les événements, mais qui était en fait une guerre civile. L'esprit de la poignée de main entre Djibao et Lafleur doit être préservé. Depuis qu'Édouard Philippe ne gère plus le dossier, les mauvaises décisions s'accumulent. Maintien coûte que coûte du 3e référendum en plein deuil coutumier kanak qui a délégitimé le résultat et a discrédité la parole de l'État. Relégation du dossier du Premier ministre au ministre des Outre-mer puis de l'Intérieur. Dépôt unilatéral d'un projet de loi constitutionnelle. Désormais, c'est à vous, Monsieur le Premier ministre, qu'en incombe la responsabilité. Il existe un fait colonial indéniable en Nouvelle-Calédonie. L'existence de 2 peuples a été actée par le vote du peuple français dès 1988 par référendum. Or, dans une situation coloniale, la répression mène toujours à plus de répression. Rien n'était imprévisible, mais le pire peut encore être évité. Demain, la Nouvelle-Calédonie ne doit pas, après un vote passé en force, se réveiller à feu et à sang. Personne ne veut de mort en Calédonie. Avec ce projet de loi, l'esprit des accords de Nouméa est piétiné. Quelle qu'en soit la forme, la voie de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie est irréversible. Monsieur le Premier ministre, préservez la paix civile, retirez ce projet de loi constitutionnel, envoyez une mission du dialogue sur le territoire afin d'aboutir, comme en 1988, comme en 1998, à un accord global consensuel pour construire un destin commun aux citoyens calédoniens. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot. Madame la Présidente Panot, constater les violences, comme vous l'avez fait, c'est bien. Les dénoncer, c'est mieux. Encore une fois, pas un mot pour dénoncer ces violences et ces agressions qui sont intervenues. Pas un mot non plus en soutien des forces de l'ordre qui courageusement interviennent, alors même que les précédents orateurs ont tous eu un mot pour nos forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le terrain. La réalité, Madame Panot, et je le dis ici, c'est qu'à vous écouter,
qu'à observer parfois certains comportements et certaines prises de position, il y a lieu de se demander si c'est véritablement l'apaisement que vous recherchez dans la situation en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Je crois profondément que c'est le dialogue qui nous permettra d'apaiser cette situation. Et le dialogue, nous le pratiquons depuis le début par la voix du ministre de l'Intérieur. Le dialogue, nous en créons les conditions depuis le début. Le dialogue, notre main est toujours tendue pour le mener. Et le dialogue, Madame la Présidente Panot, c'est ce que nous voulons pour trouver une solution politique globale. Pas une solution politique qui convienne seulement à certains, Madame Panot, une solution pour toutes et pour tous. C'est pourquoi le Président de la République a annoncé, je le redis ici, qu'il invitait l'ensemble des acteurs et des parties prenantes à une rencontre ici. C'est pourquoi, je l'ai indiqué tout à l'heure, le Congrès ne sera pas réuni immédiatement après l'examen de ce texte qui doit aller à son terme. C'est pourquoi nous proposons aux dirigeants calédoniens de les réunir pour discuter et bâtir ensemble l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous faisons le choix du dialogue et nous le ferons toujours. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, au nom du groupe démocrate et indépendant, je veux témoigner de tout notre soutien aux familles des agents pénitentiaires qui ont été lâchement assassinés ce matin. Nous partageons leur peine et celle de leurs collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Hier, à l'occasion du sommet Choose France, 15 milliards d'euros d'investissements étrangers ont été annoncés en France, avec à la clé des milliers d'emplois sur nos territoires. Cela conforte la place de la France comme le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, et ce pour la 5e année consécutive. Nous pouvons tous nous en réjouir. Loin des discours défaitistes que l'on entend trop sur ces bancs, notre pays regorge de ressources pour expliquer ce succès. L'une d'elles, peut-être la principale, est l'accès à une énergie nucléaire fiable, pilotable, abordable et décarbonée. Le nucléaire, c'est un enjeu majeur de notre souveraineté nationale comme européenne, et je veux insister sur ce point. Alors que l'extrême droite n'a de cesse de changer d'avis sur le sujet, nous l'avons encore vu récemment, la gauche se perd dans des circonvolutions électoralistes en ne sachant plus si elle doit se raccrocher à la raison ou à l'opposition dogmatique de ses composantes les plus extrêmes. Je veux le dire à ceux qui nous regardent, le bulletin que vous mettrez dans l'urne le 9 juin, c'est aussi un bulletin pour ou contre le nucléaire, pour ou contre notre indépendance énergétique, pour ou contre la soumission au gaz russe, c'est important de le rappeler. Notre majorité met tout en œuvre pour renforcer cette filière d'excellence française, en cohérence avec l'indispensable développement des énergies renouvelables, deuxième jambe de notre stratégie énergétique vers la sortie du carbone. Les textes majeurs adoptés depuis le début de cette mandature en sont une preuve irréfutable. Le démarrage de l'EPR de Flamanville est une nouvelle étape qui en appelle de nombreuses autres. C'est sur ces prochaines étapes que je veux vous interroger, Monsieur le Ministre. Des engagements forts ont été pris et je souhaiterais donc que vous puissiez indiquer à la représentation nationale quels sont les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour les tenir. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Millienne, merci pour votre question et surtout merci pour votre engagement sans faille pour cette grande cause nationale, oui, qui est celle de la souveraineté énergétique décarbonée. Et vous l'avez dit, le Président de la République l'a dit dès son discours de Belfort début 2022, reposera très largement sur la relance du nucléaire. Cette relance, elle se matérialise, vous l'avez dit aussi, dès jeudi, avec un déplacement du Président de la République qui aura l'occasion de saluer le chargement du combustible pour l'EPR de Flamanville, dont il faut reconnaître que nous l'attendons depuis longtemps, on peut peut-être même dire un peu trop longtemps, 17 ans au total, mais qui va sonner la relance du nucléaire, qui, vous l'avez dit, va être poursuivi d'autant d'investissements à venir. 6 EPR2 ont déjà été annoncés. Vous le savez, leur dessin est plus simple, leur fonctionnement est plus simple, leur construction sera sans doute du coup plus efficace et opérationnelle et permettra d'augmenter de manière extrêmement importante la capacité de la France à livrer de la production électricité décarbonée. Vous l'avez dit, monsieur le député, quand on interroge un investisseur international qui souhaite investir en Europe aujourd'hui, il choisit la France
parce que la France lui permet d'avoir de l'électricité décarbonée et pas chère. Si nous continuons, si nous souhaitons relancer la politique industrielle française, faire de la France le point d'entrée privilégié des investisseurs internationaux en Europe, il faut le faire, et il faut le faire par le nucléaire. Ça concerne la construction des EPR, ça concerne aussi l'ensemble de la filière, le traitement et le recyclage des déchets, pour lequel nous avons également annoncé le prolongement de l'usine d'Orano et la construction d'une nouvelle usine. L'organisation de la filière de manière à ce que les talents soient au rendez-vous, 150 000 jeunes à former et à recruter dans les 10 ans qui viennent. Nous nous sommes organisés, nous mettons les moyens et nous serons au rendez-vous de ce rendez-vous stratégique pour l'énergie et pour l'industrie française. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour les investisseurs étrangers, conquérir la France, c'est conquérir l'Europe. Cette déclaration du ministre Roland Lescure est si consternante que j'ai d'abord cru à une manipulation. Mais non, ce n'était pas un lapsus, mais un aveu révélateur. Ce gouvernement est donc fier d'aider nos adversaires économiques à conquérir l'économie française et, ce faisant, le marché européen que vous prétendez défendre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous apprenons que M. Macron, en anglais, soutient aussi le rachat d'une grande banque française par une concurrente européenne. En ces temps de guerre économique, il y a donc des nations qui se protègent pour mieux partir à la conquête du monde, et il y a vous, la Macronie, qui encouragez le monde à conquérir la France. En 2001, l'avoir extérieur de notre pays, à savoir la différence entre ce que les Français possèdent à l'étranger et ce que les étrangers possèdent en France, était de 40 milliards d'euros. Ce déficit a été multiplié par 15. Il est aujourd'hui de moins 630 milliards d'euros. La France possède pourtant l'une des épargnes les plus abondantes du monde. Qu'avez-vous donc fait des 6 000 milliards d'euros pour valoriser notre économie tout en enrichissant les épargnants? Absolument rien. Conçu avec le soutien des cabinets de conseil que vous avez grassement payés avec l'argent des Français, votre communication sur l'attractivité de la France n'est qu'un énième mensonge. Que l'on compte en emplois créés ou en argent investi, la France n'a jamais été l'économie la plus attractive depuis 7 ans. Pire, c'est en fait l'Europe qui décroche, avec seulement 6% des investissements mondiaux contre 17% pour les États-Unis, 17% pour l'Asie. Un investissement étranger, d'ailleurs, n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Si un investissement conduit à des transferts de technologie et de savoir-faire en France, alors c'est un atout. Si un investissement étranger revient à piller des brevets français, voler des parts de marché, étouffer des filières naissantes, alors c'est de l'incompétence ou de la trahison, ou en l'occurrence, les deux. Ma question est donc simple. Quand allez-vous cesser de vendre la France pour cacher votre échec ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Tanguy. Un grand banquier central américain avait l'habitude de dire « Si vous avez compris quoi que ce soit à ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Vous avez dit tout et son contraire dans cette question. Et vous avez montré, une fois de plus, que vous disputez les batailles d'hier et d'avant-hier et que bataille après bataille, vous les perdez. Vous étiez contre l'Union européenne, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre l'euro, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre le marché énergétique, vous l'avez perdu cette bataille. Vous êtes désormais, je l'ai entendu, contre la voiture électrique, vous êtes en train de la perdre. Et les 20 000 salariés de Dunkerque, à qui nous proposons un avenir, vous en seront reconnaissants. Et maintenant, vous perdez la bataille de l'attractivité de la France. Ce matin, Monsieur Jean-Philippe Tanguy, ce matin, pendant que vous rédigez votre question, moi j'étais dans la banlieue de Blois, dans une entreprise qui fait des produits pharmaceutiques. Vous savez quoi? C'est un industriel italien qui est présent depuis 30 ans, qui a investi plus de 160 millions dans cette entreprise, qui va créer 100 emplois. Et vous savez quoi? Si vous étiez au pouvoir, évidemment ça n'arrivera pas parce que vous n'avez aucune crédibilité. Les Italiens, les Américains, les Italiens, les Chinois qui aujourd'hui choisissent la France en sortiront. Vous n'avez rien compris au commerce international. Vous pensez que fermer les portes suffit à les régler. Vous n'avez rien compris aux investissements internationaux. Vous ne souhaitez pas que la France réussisse. Monsieur Tanguy, vous êtes le parti de la défaite. Et la défaite, vous l'aurez. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Tanguy.
Monsieur le ministre, si seulement vous étiez aussi ringard que votre faille temporelle des années 90, mais vous êtes incompétent. Déficit extérieur, déficit de l'avoir extérieur, déficit du marché public, c'est votre bilan. Monsieur Tanguy. La parole est à Madame Anne-Laure Blin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, notre pays est choqué par la violence la plus radicale qui a coûté la vie, il y a quelques heures, à 2 agents de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leur mission. Au nom de mes collègues du groupe Les Républicains, je veux dire à leurs familles, à leurs épouses, à leurs enfants qui ont perdu leur papa, à leurs collègues, notre compassion, notre vive émotion et notre colère. Ces images d'hommes lourdement armés attaquant ce fourgon ont de quoi nous indigner. À 100 km de Paris, à quelques semaines des Jeux Olympiques. La France serait-elle devenue ce Far West où l'on tire sur nos forces de l'ordre, où l'on voit des scènes de guerre sur nos routes de campagne, où l'on abat de sang-froid des fonctionnaires? Ce drame nous rappelle les 30 000 faits de violence commis en France chaque année contre les forces de l'ordre. Non seulement ce chiffre a doublé depuis 20 ans, mais la violence, de plus en plus barbare, peut désormais toucher des Français de tous les âges, partout, tout le temps. Alors évidemment, vous nous répondrez que vous n'y êtes pour rien. Nous le savons, les Français le savent, vous n'êtes jamais responsable de rien. Monsieur le Premier ministre, aucun autre parti politique depuis 40 ans n'aura gouverné la France aussi longtemps que le vôtre. Et pourtant, vous fuyez vos responsabilités. Il est plus qu'urgent et vital que l'autorité ne soit plus un slogan, mais une réalité. Les Français exigent une rupture. Nous sommes nombreux, très nombreux dans cet hémicycle à vouloir des lois d'autorité et de fermeté. Mais cela suppose une seule chose, que vous arrêtiez de vous payer de mots, que vous arrêtiez de faire semblant et que vous passiez aux actes. Les Français attendent justice. Je vous remercie. Madame la députée, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Blin. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de rendre hommage à la mémoire de ces agents de l'administration pénitentiaire qui ont été lâchement assassinés aujourd'hui et évidemment une pensée pour leurs collègues qui ont été blessés. Vous abordez la question de l'autorité et du respect de l'autorité dans notre pays. C'est un sujet, vous le savez, qui me mobilise et mobilise l'ensemble de mon gouvernement. Dès ma déclaration de politique générale, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'annonces et de donner un certain nombre de perspectives sur ce sujet-là. Je me suis exprimé il y a quelques semaines maintenant à Viry-Châtillon et j'ai eu l'occasion à la fois de préciser les mesures que nous entendions prendre, mais également le calendrier de leur application. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis ma déclaration de politique générale et ce discours à Viry-Châtillon? L'engagement que j'avais pris sur des sanctions à la fois plus rapides et la possibilité d'avoir un équivalent des travaux d'intérêt général pour les moins de 16 ans est tenu. La circulaire pénale a été prise par le garde des Sceaux qui permet la mise en œuvre de ces mesures d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Je me suis engagé à ce que le non-respect de la laïcité dans le cadre d'une agression soit le plus systématiquement possible retenu comme une circonstance aggravante. Là aussi, circulaire pénale prise par le garde des Sceaux, de la même manière que quand vous agressez quelqu'un du fait de sa religion, c'est une circonstance aggravante. Quand vous adressez quelqu'un du fait de sa non-religion ou du non-suivi de certains préceptes religieux, ça doit toujours être aussi une circonstance aggravante. J'ai ensuite annoncé un certain nombre de mesures, des mesures qui relèvent de l'école de la République et qui se mettront en œuvre dès la rentrée prochaine. Des mesures pour ouvrir enfin la possibilité d'avoir de véritables sanctions dès l'école primaire. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est des enseignants qui vous disent, dès les classes de CE2, CM1, CM2, il y a aujourd'hui
un refus du respect de l'autorité, une contestation de l'autorité. Et je crois très profondément que l'autorité, elle se construit dès le plus jeune âge. Oui, mais Madame la députée m'interrogeait sur la question plus large de l'autorité dans notre pays. Et je crois que ça se construit dès le plus jeune âge, dès l'école de la République. C'est un autre sujet que celui que j'ai abordé tout à l'heure. Deuxième chose sur la justice des mineurs. Parce que là aussi, à côté de la prévention, il nous faut des sanctions beaucoup plus claires, beaucoup plus fermes. J'ai annoncé un certain nombre de mesures. Composition pénale pour les mineurs. Capacité à retenir davantage le manquement à l'obligation parentale pour les 2 parents. Sanctions supplémentaires lorsqu'on manque à l'obligation parentale. J'ai ouvert la discussion et je la mène avec l'ensemble des groupes parlementaires. J'en ai déjà rencontré un certain nombre, j'en recevrai d'autres très prochainement, sur l'atténuation de l'excuse de minorité. J'ai ouvert aussi la discussion sur la mise en œuvre d'une comparution immédiate pour les mineurs qui n'existe pas aujourd'hui. Je suis prêt à avancer sans tabou sur tous ces sujets. Parce que la question de l'autorité, je le crois très profondément, elle se construit dès le plus jeune âge. C'est dès le plus jeune âge qu'on doit apprendre que l'uniforme, il se respecte, que les femmes et les hommes qui sont dépositaires de l'autorité dans notre pays se respectent, que la loi, elle se respecte, que les règles, elles se respectent et que quand on ne les respecte pas, la loi est là pour vous sanctionner. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Charles... Ah, excusez-moi, Madame Blanc. Monsieur le Premier ministre, la réalité, c'est que nos policiers, nos gendarmes, nos agents pénitentiaires se sentent seuls aujourd'hui. Vous les laissez seuls en première ligne, sans le secours d'une politique pénale ferme. Vous avez été le gouvernement depuis 7 ans qui a construit le moins de places de prison. Il est urgent que... Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Charles Rodwell pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie. 15 milliards d'euros investis, 10 000 emplois créés, c'est le bilan record de cette 7e édition du sommet de Choose France qui s'est tenu hier sur ma circonscription. N'en déplaise au défaitisme du Rassemblement national, c'est un immense succès. La France est pour la 5e année consécutive le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements internationaux. Ce succès n'est pas qu'un simple chiffre, c'est un succès pour toute la population française. Nos communes de moins de 20 000 habitants accueilleront un projet d'investissement sur 2. C'est un succès pour l'emploi. Depuis 2017, les entreprises françaises comme internationales ont créé près de 2,8 millions d'emplois en France. C'est un succès aussi pour les finances publiques. Plus d'investissements en France, c'est plus de valeur créée, c'est plus d'impôts collectés, c'est moins de dépenses contractées. Ce succès, c'est le fruit de la constance. Depuis 7 ans, malgré les crises, malgré les oppositions, nous n'avons jamais changé le cap de notre ligne politique. Nous n'avons jamais cessé de baisser les impôts de plus de 50 milliards d'euros. Nous n'avons jamais cessé de réformer le marché du travail au service de l'emploi. Nous n'avons jamais cessé d'investir dans nos secteurs industriels stratégiques. Monsieur le ministre, dans un monde en guerre économique, où les blocs s'affrontent, la constance de notre ligne politique, la constance de nos réformes paye. Ma question est simple. Quelle est notre feuille de route? Quelle est votre feuille de route pour maintenir l'attractivité de la France et pour poursuivre la réindustrialisation de notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Énergie et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Charles Rodwell, merci pour votre question et surtout merci pour le travail que vous avez accompli, notamment dans le cadre du rapport sur l'attractivité que vous nous avez remis et qui oriente les réflexions du gouvernement pour notre feuille de route à suivre. Donc vraiment, merci à vous. Vous l'avez dit, ce 7e sommet de Choose France est un succès inégalé. Il est le résultat d'une politique constante, orientée, oui, vers la compétitivité, oui, vers l'attractivité, n'en déplaise à tous les défaitistes de tous bords, qui fait aujourd'hui que la France attire. La France attire parce que sa fiscalité a été simplifiée et abaissée. La France attire parce que ses procédures ont été simplifiées et accélérées. La France attire parce que ses territoires attirent. Et la France attire parce que ses talents sont nombreux et qu'ils attirent également
Je l'ai dit tout à l'heure, accessoirement, mais c'est important, la France attire aussi parce qu'elle a de l'énergie décarbonée. Hier, nous étions ensemble à Versailles. Les annonces, vous l'avez dit, 56 investissements, 15 milliards d'euros, elles se font sous les ors de Versailles. Mais les parpaings, monsieur le député, c'est dans les territoires qu'ils poussent. Ils poussent dans le Loiret, ils poussent dans la Somme, ils poussent dans les Hauts-de-France, ils poussent en Ardèche et ils poussent partout en France, y compris effectivement à Marseille. Et ça, c'est essentiel, parce que si on souhaite effectivement redonner espoir à des territoires qui l'ont perdu, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut investir, et c'est là que les industriels internationaux aujourd'hui souhaitent investir. Et pour répondre à votre question, je vais être très clair, nous allons continuer, nous allons accélérer, nous allons amplifier le travail et nous allons aussi le faire en européen, de manière à accompagner les industries naissantes qui se développent. 37%, une usine sur 3 qui a ouvert en France l'année dernière, elle est dans l'énergie verte, elle est dans l'industrie du recyclage, elle est dans les industries de demain. Les emplois de demain, c'est là qu'ils seront aussi. L'industrie, la voiture électrique, tout ça, nous continuons et nous allons le faire plus que jamais. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, je voudrais, au nom de notre groupe, présenter toute notre solidarité et notre vive émotion à l'égard des victimes et des familles du braquage immonde qui a eu lieu ce matin. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, par vos fonctions passées, vous êtes le mieux placé pour mesurer les désarrois des établissements d'hospitalisation privés suite à leur revalorisation tarifaire 2024, 14 fois inférieure à celle du secteur public. Pourtant, vous connaissez bien leur importance. 1030 établissements mettant les 4/5 des Français à moins de 30 minutes d'une hospitalisation, réduisant ainsi les déserts médicaux. Vous connaissez leur activité. 9 millions de personnes soignées, soit 35% de l'activité globale, pour un coût de 18% seulement des dépenses d'assurance maladie. Vous connaissez bien leur résilience pendant et après le Covid, malgré une inflation de 5,2 en 2022 et 4,9 en 2023, qui impacte directement tous les postes de fonctionnement et d'investissement. Vous mesurez bien l'inéquité absolue de votre décision qui fait non seulement imploser la convergence tarifaire public-privé attendue depuis 42 ans, mais surtout mettre totalement à genoux le système privé, lui aussi chargé de délégation de services publics. Alors que cherchez-vous, monsieur le ministre? Aggraver la situation de surcharge du secteur public? Ne vous inquiétez pas, le 3 juin, jour de la grève, vous en aurez un échantillon. Préparer une vague de financiarisation pour des grands groupes apatrides qui, eux, se moquent totalement de la santé des Français. Présenter des comptes acceptables à l'Union européenne. Alors ma question est la suivante. À la suite de la publication du rapport calamiteux de certification des comptes de la sécurité sociale 2024, ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de logiciel et plutôt que de raboter tous les budgets, faire enfin les comptes sincères et respecter les réserves majeures de la Cour des comptes? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les élus, madame la députée Joëlle Mélin. Vous l'avez rappelé, le service de santé repose effectivement autant sur l'engagement des hôpitaux publics que des établissements privés. Et je n'ai pas besoin des chiffres que vous avez rappelés pour effectivement connaître, comme l'ensemble du gouvernement et de cette majorité, l'importance de l'offre privée. Et c'est pour ça que depuis des années, et laissez-moi aussi vous donner quelques chiffres, ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, comme toute cette majorité, ont toujours accompagné l'activité privée. C'est 3,5 milliards d'euros qui ont été donnés depuis 2019 aux établissements privés pour accompagner leur déploiement. C'est 300 millions d'euros qui ont été donnés l'année dernière aux établissements privés lorsqu'effectivement il y a eu des dépassements d'activité de leur part et l'assurance maladie a accompagné les dépassements d'activité de leur part. Ils ont émargé à l'enveloppe de 500 millions d'euros qu'a décidé le Premier ministre au mois de février pour accompagner les établissements publics comme privés pour faire face à l'inflation. Et l'année dernière, les tarifs du privé ont augmenté de près de 5%, vous le savez. Les calculs de la campagne tarifaire de cette année, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, le calcul est un peu technique, mais les calculs qui ont été faits cette année reposent sur des critères qui ont été les mêmes appliqués au public comme au privé. Il se trouve qu'appliqués au business case de chaque établissement, public
comme privés, ça donne des résultats qui sont différents. Et vous le savez très bien, j'ai eu l'occasion de donner les chiffres de manière très précise. Donc non, le gouvernement accompagne le déploiement des établissements privés parce que nous savons l'importance qu'ils ont dans la prise en charge des Français. Vous évoquez la grève du 3 juin. Moi, je discute régulièrement, toutes ces dernières semaines, avec la Fédération hospitalière privée. Je discute avec les grands établissements et j'ai j'espère trouver des voies de sortie avant ce conflit parce que je fais confiance dans le sens des responsabilités des offreurs de soins privés. Je sais quel est leur engagement sur le territoire, je sais quel est leur professionnalisme dans l'engagement, dans la prise en charge des Français et je sais qu'ils ne prendraient pas le risque de mettre en péril la prise en charge des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des détenus déshabillés entassés à l'arrière de camions les transportant jusqu'à un camp de détention, des enclos où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, avec interdiction de bouger sous peine de torture, des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches. Cette description fait froid dans le dos. C'est celle que des lanceurs d'alerte israéliens font de l'établissement de détention de Sde-Teiman à 30 km de Gaza. L'un d'eux témoigne. Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains. Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert 3 issus de la reconversion d'installations militaires. Ces révélations de CNN s'ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l'armée israélienne. Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s'entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l'armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars. Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse. Les camions d'aide sont attaqués, le poste frontière détruit. L'intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. Le président français se targue d'avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou, mais celui-ci n'a que faire des avertissements qui ne sont que des mots, pas des actes. Le président a aussi promis de rapatrier les enfants blessés palestiniens qui ont fui en Égypte et qui sont confrontés à l'insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Entre notre délégation et les ONG et vos services, ça s'enlise. Quand le président va-t-il respecter sa parole? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je me suis déjà longuement exprimé devant vous sur le sujet de Rafah et sur ce sujet en particulier. Ce qui est à l'origine de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis également devant vous, sur Rafah de manière très claire, Israël doit cesser cette opération. Je veux être très clair et sur le fond, je veux également vous rappeler la position française que j'ai défendue le 30 avril dernier lors de mon déplacement en Israël, que je défendrai à nouveau auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Nous avons encore 3 Français à Gaza et je souhaite que l'ensemble des Français, l'ensemble de la représentation nationale puissent se mobiliser pour leur libération. Un cessez-le-feu durable pour garantir la protection des civils, une entrée massive de l'aide humanitaire, une reprise crédible du processus politique pour une solution à 2 États. C'est cette position d'équilibre équilibrée que j'ai défendue, Madame la députée,
Les Israéliens connaissent notre position, les Palestiniens également. L'AFROS œuvre pour des questions humanitaires avec notamment nos partenaires arabes sur place et nous continuerons à agir dans la région diplomatiquement et sans instrumentalisation politique. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre Berger. 147 visages, 147 voix de MeToo, dans toutes ses nuances, publie aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est finalement ce que demandent depuis longtemps les associations féministes et aujourd'hui le mouvement s'amplifie encore. Il est puissant, il nous dépasse et il nous demande d'agir maintenant. Parce que derrière les 147, ce sont des millions d'inconnus. Parce que derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicide en 2023. Il y a les 7,4 millions de Français et Françaises victimes d'inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les 6 minutes. Il y a celles qui résistent face au harcèlement, à l'emprise, aux violences, à la domination et à l'impunité. Depuis 7 ans, tout change pour que rien ne change. Alors, Madame la Ministre, je sais que vous allez me lister les mesures mises en place au fil des années, les victoires arrachées par les féministes, les petits progrès qui indéniablement font avancer les choses. Mais depuis MeToo, on avance au coup par coup. On avance au fur et à mesure des coups médiatiques, alors qu'on devrait avancer face aux coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. On dit que les femmes parlent, mais les femmes ont toujours parlé. On s'est juste décidé à bien vouloir les entendre. Les bulles du mouvement MeToo se rejoignent pour faire marée face à l'absence de réponse politique forte. Alors aujourd'hui, comme en Belgique, nous demandons une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l'élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l'accès gratuit aux soins psychotraumatiques et surtout, des moyens financiers pour les forces de justice, pour les forces de l'ordre, pour les associations. Madame la Ministre, maintenant il faut agir. Quand allez-vous présenter devant ce Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Charlotte Garin. 147, vous l'avez dit, 147 qui ont signé cet appel dans le monde, mais derrière elles et derrière eux, ils le disent eux-mêmes, des centaines de milliers et des millions qui ont subi, qui subissent ou qui pourraient subir des agressions sexuelles, des viols et des coups. C'est ça la réalité, c'est une réalité assez terrifiante en vérité que nous n'avons pas forcément envie de regarder en face. Parce que cette réalité terrifiante, c'est que dans 9 cas sur 10, une femme victime d'agression sexuelle ou de viol, elle connaît son agresseur. Ça se passe dans notre intimité, ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos maisons, ça se passe dans notre environnement professionnel. Ce qui veut dire que si je regarde cet hémicycle, il y a évidemment dans cet hémicycle aussi des femmes et peut-être des hommes qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols. Et réalité plus terrifiante encore, statistiquement, ça veut dire qu'aussi, il y a potentiellement des agresseurs. C'est cette réalité que nous devons collectivement adresser, non pas pour pointer du doigt ou pour dire que tous les hommes seraient des agresseurs, ça n'est évidemment pas mon point, mais pour considérer qu'enfin, cette question, c'est une question qui doit concerner l'ensemble de notre société. Et parce qu'elle doit concerner l'ensemble de notre société, il y a ce que nous avons déjà fait, évidemment, sur l'allongement de la prescription, sur les cours criminelles départementales, sur le fait qu'on a des taux de condamnation aujourd'hui qui augmentent année après année, plus 30% de taux de condamnation pour viol depuis 2017, mais que ça ne suffit pas et que c'est la raison pour laquelle, notamment, cette réalité qui se joue dans notre intimité doit nous permettre d'appréhender en particulier la notion du consentement. C'est pour cela que nous devons changer notre code pénal, c'est pour cela que nous devons appréhender de manière globale ce que veut dire le consentement et l'appréhender dès le plus jeune âge, mieux le caractériser, pour mieux condamner, pour avoir des taux plus effectifs de condamnation. C'est l'engagement du président de la République qui l'a rappelé. Nous changerons, je l'espère ensemble, notre code pénal. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, dans toutes les auditions que nous avons menées pour la mission d'information sur le consentement, les constats sont unanimes. Modifier le code pénal ne suffira pas. Il va falloir mettre des moyens sur la table. Je vous remercie.
La parole est à présent à monsieur Alexandre Vincent-Day pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a à peine quelques semaines, la police nationale menait une opération Place Net XXL dans le Rhône, permettant l'interpellation de nombreuses personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. Et je tiens ici à saluer et à féliciter bien évidemment les forces de l'ordre pour leur action. Plus largement, ces opérations indispensables ont permis plus de 1100 interpellations et la saisie de près d'1 tonne de drogue partout en France. Face à cette submersion, il est urgent d'amplifier encore votre action pour préserver la sécurité nationale. Jamais la drogue n'a été autant produite dans le monde et jamais elle n'a été autant distribuée. Or, nous le savons, les conséquences du narcotrafic sont tentaculaires. Risque pour la santé publique, risque d'exclusion sociale durable, d'enlisement dans la violence, risque financier bien sûr, avec une multiplication de flux occultes qui échappent à tout contrôle et pouvant financer des entreprises terroristes, risque majeur de sécurité enfin, avec une criminalité toujours plus organisée qui plonge dans un climat de peur et d'insécurité constante les territoires concernés, qu'ils soient urbains ou ruraux. Je sais que vous êtes et que le gouvernement est pleinement engagé sur la question, mais il nous faut aller encore plus loin. Il faut que la peur change de camp et pour cela, de nouveaux moyens juridiques semblent indispensables. C'est la conclusion à laquelle est arrivé notre collègue sénateur Étienne Blanc, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale. Le lâche assassinat perpétré ce matin par un commando de sauvages pour faire évader un narcotrafiquant montre que c'est une guerre que nous devons mener. J'ai pour ma part déposé une proposition de loi visant à geler les avoirs des trafiquants de drogue afin de bloquer les têtes de réseau et cette proposition a retenu l'attention du ministre de l'économie. Nous sommes sur ces bancs et singulièrement au sein du groupe Horizon déterminés à vous aider à adapter notre arsenal législatif. Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre. Quelle suite entendez-vous donner aux recommandations de ce rapport et comment pouvons-nous poursuivre nos efforts pour définitivement gagner cette guerre contre les trafiquants? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vincent Day, cet après-midi a donc été rendu le rapport du sénateur Durin et du sénateur Blanc sur le narcotrafic. 600 pages, je n'en ai eu que pour l'instant les principales conclusions, mais je peux vous dire que je regarderai avec mes services, et j'en suis sûr que le garde des Sceaux, bien sûr avec l'autorité du Premier ministre, regardera l'intégralité des propositions de cette commission sérieuse pour laquelle les services du ministère de l'Intérieur et de la Justice ont largement contribué pour faire l'état, comme vous le faites, non seulement de la présence très forte du narcotrafic en Europe, mais dans le monde, du fait de plusieurs phénomènes, la baisse du prix de la drogue, par la surproduction en Amérique du Sud, par la surproduction en Afghanistan, qui touche notamment aujourd'hui tous les pays du monde, regardez les États-Unis avec le fentanyl, les drogues de synthèse, c'est-à-dire des laboratoires qui utilisent cet argent pour utiliser des drogues qui ne sont plus conventionnelles, dans un moment où beaucoup de pays autour de nous ont baissé leur garde législative et policière sur la drogue. Regardez ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et alors que la France est sans doute un des seuls pays à augmenter chaque année, quels que soient les gouvernements, ses moyens de police, de gendarmerie, scientifiques et techniques, avec des résolutions de problématiques que personne n'avait jamais réussi à résoudre grâce à la France, Encrochat, SkyECC, pour prendre l'exemple d'Interpol et d'Europol. On doit évidemment aller beaucoup plus loin et les annonces du garde des Sceaux sur des parquets spécialisés est une première grande réponse. Nous avons nous-mêmes doublé les effectifs de police et de gendarmerie pour utiliser davantage de moyens de police judiciaire pour interpeller les trafiquants de plus en plus nombreux. Et c'est une guerre à mener. Aujourd'hui, quand on voit les Pays-Bas ou la Belgique, où des avocats, des hommes politiques, bien sûr des policiers sont menacés et assassinés, nous n'en sommes pas là. Mais nous n'en sommes pas loin si nous ne prenons pas un réveil stratégique, économique, financier. La lutte contre la drogue est la grande guerre que nous devons mener en politique intérieure de ce pays. Avec le rapport que fait M. Pouya à l'Assemblée nationale, le rapport qu'a fait M. Blanc et M. Durin, on en tirera toutes les conclusions et avec vous, nous travaillerons à tout cela. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique, les Français sont prêts à affronter toutes les difficultés, sauf quand elles sont causées par leurs propres dirigeants. La lutte contre l'étalement urbain est nécessaire, mais l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050, le fameux ZAN, est une folie qui va renchérir le prix de la construction et interdire l'accès à la propriété pour des millions de nos compatriotes.
Dans ma circonscription, les acteurs locaux me font part de leurs inquiétudes et tirent la sonnette d'alarme. Car à chaque fois que vous aviez la possibilité de préciser la loi, vous l'avez fait au détriment du logement et du développement économique dans la France rurale. Vous avez choisi une définition sévère des surfaces artificialisées qui pénalisera les parcelles avec jardin les plus répandues dans nos cœurs de village. Vous avez choisi de compter les zones d'aménagement concertées au moment des travaux et non pas de la décision pénalisant les territoires qui avaient anticipé la loi. Vos choix ont résulté, par exemple, pour la communauté de communes Somme Sud-Ouest, dans ma circonscription, en un déficit de développement de 293 hectares. Et combien, Monsieur le Ministre, à l'échelle de la France? Vos collègues de Bercy le savent, permettre à l'industrie de se relocaliser, c'est agir pour l'environnement. Monsieur le Ministre, votre loi logement prouve que vous êtes conscient de la crise qui menace le secteur du BTP et de l'accession à la propriété. Mais cette loi sera inopérante si vous ne revenez pas sur le ZAN, dont les conséquences seront redoutables pour ce secteur. Le groupe Les Républicains ne pourra pas la soutenir si elle ne s'attaque pas. Vous devez entendre les territoires ruraux qui crient leur désarroi. Acceptez de valoriser les ZAC, acceptez de faciliter la revitalisation économique. Revoyez votre définition de ce qui est artificialisé, de ce qui ne l'est pas. Surtout, tenez compte des spécificités de nos territoires ruraux. En un mot, faites confiance à la France rurale et donnez de la liberté aux élus responsables. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maquet. Vous étiez à la COP 15 et quand vous êtes rentré de cette COP, vous avez dit que cette COP elle avait contribué à vous ouvrir les yeux, ou plus exactement à vous conforter, parce que je vous reconnais cet engagement de longue date en faveur de la biodiversité, en faveur des équilibres. Et vous savez, je cite le courrier Picard, et vous savez, Monsieur le député, à quel point l'artificialisation, c'est la première cause d'érosion de cette biodiversité. Et j'accueille votre question non pas comme une remise en cause de l'objectif, mais sur le fait de le rendre compatible avec les autres éléments qui existent. D'abord, je pense qu'il va être souhaitable, y compris qu'on prenne un moment, parce que quand vous m'expliquez que la définition des ZAC est restrictive, alors que nous avons retenu ce que j'ai dit dans cet hémicycle, que toute ZAC commencée avant août 2021 peut être intégralement portée sur la partie 2011-2021, c'est au contraire de l'oxygène que nous redonnons au territoire et que nous avons co-construit, en particulier avec les Républicains à l'Assemblée et au Sénat. Deuxièmement, sur l'impression que vous avez qu'on favoriserait la relocalisation d'activités industrielles au détriment du logement. Là aussi, je suis prêt à ce qu'on ouvre ensemble les cahiers de la communauté de communes dont vous parlez, parce que ça n'est absolument pas ni l'esprit, ni le sens de l'arrêté ministériel que j'ai eu l'occasion de prendre il y a quelques semaines, qui classe les grands projets que nous pouvons sortir de ces trajectoires d'artificialisation, de manière à ce que précisément elles permettent le développement de logements en zone rurale. Il y a sur ce sujet aujourd'hui une difficulté, y compris à bien mesurer ce que la loi du 13 juillet dernier, ce que les décrets du mois d'octobre et ce que l'arrêté d'il y a quelques jours ont permis de modifier. Je vous assure que tout ça est cohérent. On a une clause de revoyure prévue dans la loi. Ma proposition, elle est simple. On se voit, on regarde ensemble le cas de la communauté de communes et ce sera avec plaisir qu'on essaiera ensemble de cheminer. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Mazard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est effectif. Depuis mercredi dernier, la flamme olympique est sur notre sol et depuis, son parcours suscite beaucoup d'enthousiasme et de bonheur chez nos concitoyens. Ils étaient près de 1500 enfants hier matin au centre-ville de Millau, dans mon département, pour l'accueillir après sa majestueuse traversée du célèbre viaduc qui fête cette année déjà de la plus belle des manières ses 20 ans. Pour avoir été présent avec mon collègue Jean-François Rousset, je mesure et salue la très forte mobilisation et le total engagement de nos forces de sécurité, de nos services de secours, de l'armée et plus généralement des services de l'État pour sécuriser l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. Jamais la France n'a organisé un événement d'une telle ampleur et nous le savons, c'est bien le défi sécuritaire qui suscite le plus de commentaires, voire le plus d'interrogations. Pour le relever, nous avons ici même voté, il y a pratiquement un an, la loi olympique qui renforce nos moyens juridiques, avec notamment la création de nouvelles infractions ou encore la possibilité d'expérimenter, pour les grands événements, la vidéoprotection augmentée.
À ce titre, Monsieur le ministre, avez-vous déjà eu un premier retour d'expérience sur l'intérêt que représente cette technologie fondée sur l'intelligence artificielle? Par ailleurs, Monsieur le ministre, certains élus locaux se sont inquiétés de la sécurité sur leur territoire au motif que les forces de l'ordre allaient être concentrées dans les semaines à venir sur les divers sites des Jeux et tout particulièrement en Île-de-France. À l'occasion du déplacement que vous avez effectué il y a de cela quelques jours à Rodez, vous avez souhaité rassurer ces élus en leur indiquant que même au cœur des Jeux, la sécurité de nos concitoyens serait assurée partout et pour tous. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un point d'étape sur la très forte mobilisation de nos forces de sécurité et de secours, qui est d'ores et déjà effective depuis l'arrivée du Belém au port de Marseille et qui va devoir le rester, et ce à très haute intensité, jusqu'au 18 septembre, jour de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Mon cher collègue, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Mazard. Je suis heureux, comme vous, de constater que les Français sont eux-mêmes heureux, partout en France, de voir commencer les épreuves olympiques par le relais de la flamme, par cette magnifique cérémonie qui a eu lieu à Marseille, où 200 000 personnes se sont amassées sur le Vieux-Port pour voir arriver la flamme et pour un concert qui a duré tard le soir. Le lendemain, 8 étapes dans la belle ville marseillaise, dont les quartiers nord. Et depuis, notamment dans votre beau département de l'Aveyron, Monsieur le député, plus de 400 000 personnes, très populaires, une fête de famille, puisqu'aujourd'hui la femme continue son travail jusqu'en Corse, où les choses se passent également extrêmement bien, montre que nous sommes capables en France d'organiser des grands événements, comme nous l'avons fait pendant la Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée sans accroc. Et peut-être que les grincheux en sont pour leur compte, ceux qui veulent toujours voir la France perdre, la France qui est triste. Peut-être que voir la une des journaux internationaux et de voir le bonheur des familles françaises devant cette fête incroyable que sont les Jeux Olympiques, c'est en effet grâce au génie de notre pays et un peu grâce aux forces de l'ordre que je vous remercie d'avoir remercié ici. Ça me permet, Monsieur le député, de répondre à votre question sur la technologie que nous mettons en place. En effet, la vidéo intelligente, qui n'est pas la reconnaissance faciale, permet de repérer jusqu'à 8 événements, notamment des mouvements de foule, des départs de feu, par exemple. Nous avons mis en place un certain nombre d'expériences avec des sociétés françaises, 4 que françaises, ces sociétés, avec des expérimentations qui se font. Hier, avec des concerts comme Dépêche Mode, demain avec Roland Garros, et nous serons prêts, sous l'autorité d'une commission indépendante que j'ai installée pour surveiller ce que faisaient effectivement ces sociétés et la préfecture de police, pour utiliser cette technologie en respectant les droits, bien sûr, de notre droit français. Enfin, pour terminer, Monsieur le député, je vais vous dire que la France est prête à organiser le plus grand événement mondial. Depuis un siècle, nous n'avons pas organisé les Jeux olympiques d'été. Ce sera une belle fête et ce sera un peu grâce aux forces de l'ordre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Katiana Levavasseur pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi avant tout d'exprimer au nom des 4 députés de l'Eure et mes collègues du Rassemblement national nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des agents de l'administration pénitentiaire assassinés lâchement par de barbares ce matin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, 2 minutes ne suffiront pas à vous faire part de la gravité de la situation concernant les places d'hébergement d'urgence, littéralement prises d'assaut par des immigrés en situation irrégulière. Selon la Cour des comptes, 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence sont occupées par des immigrés clandestins pour un coût avoisinant le milliard d'euros. Cette situation est intolérable. La France est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans sa législation le principe d'un hébergement inconditionnel. Comme l'avait souligné le directeur de l'OFII, ce droit permet un hébergement gratuit et sans limite de durée par les demandeurs d'asile, les sans-papiers et les résidents en difficulté sociale. Il n'est pas ainsi rare que des sans-papiers soient hébergés pendant des années. Ce système, au lieu d'être en mesure temporaire d'urgence, est devenu une porte ouverte à des abus continus, tout en privant nos concitoyens les plus vulnérables d'une aide d'urgence vitale. Les Français fragilisés par la vie sont directement affectés par cette saturation. Il est inadmissible que des femmes battues qui fuient la violence ou des jeunes majeurs isolés soient laissés sans solution d'hébergement à cause de votre politique migratoire laxiste. D'autant que les demandeurs d'asile, plus de 140 000 rien que l'année dernière, qui ont été déboutés de leur demande ont tendance à se reporter sur le parc d'hébergement d'urgence de l'État.
Il est temps de défendre les intérêts de nos citoyens et de rétablir l'ordre et la justice dans la gestion de l'hébergement d'urgence. Aussi, je vous le demande, quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour mettre fin à cette absurdité et garantir l'hébergement d'urgence profite d'abord et avant tout aux Français dans le besoin? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Levavasseur, votre question porte sur l'hébergement d'urgence qui dépend du ministère délégué au logement, et en l'absence de Guillaume Kasbarian, je me fais, si j'ose dire, son porte-parole, où j'assume pleinement ma dimension de collègue pour vous répondre. D'abord, juste pour rappeler les chiffres. L'hébergement d'urgence, c'est chaque soir, dans notre pays, 200 000 personnes qui sont hébergées, dont environ la moitié qui le sont à l'échelle de la région parisienne. Cette réalité, ces 200 000 places, elles correspondent à un effort sans précédent dans notre pays, puisque au moment du Covid, le gouvernement précédent a pris la décision de remonter ces niveaux et que nous sommes restés sur ces niveaux d'hébergement d'urgence avec une obsession, c'est de développer en parallèle, comme le président de la République s'y était engagé, un plan de pension de famille qu'on appelle Logement d'abord, qui consiste à faire en sorte de déployer une offre alternative, l'hébergement d'urgence n'étant la panacée pour personne. Qui est-ce qu'on retrouve dans cet hébergement d'urgence? Par définition, ceux qui sont sans toit. Vous citez un rapport de la Cour des comptes, vous en tirez des conclusions et vous semblez découvrir des formules magiques qui consisteraient à penser qu'il suffirait d'expulser ceux qui sont dedans pour qu'on fasse rentrer ceux qui n'y sont pas, en oubliant juste un principe simple, c'est que par définition, l'hébergement d'urgence est précisément conçu pour ceux qui n'ont pas d'hébergement. Il y a la situation des femmes, notamment victimes de violences, pour lesquelles là, le parc a doublé en l'espace de quelques années et nous sommes à 10 000 places dédiées pour des femmes qui fuient la violence de leur conjoint, mais en parallèle, sur les places globales, c'est un travail de dentelle que nous conduisons avec les associations, en regardant, en fonction des secteurs, la manière dont les choses se passent. Donc, j'entends votre alerte sur la nécessité qu'on s'occupe des plus fragiles, qu'on ait une attention particulière pour nos concitoyens qui souffrent. Je vous le dis, dans la politique globale que nous conduisons, notre obsession, c'est de laisser personne au bord du chemin. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, la France est un pays développé. La France est la 3e puissance économique d'Europe, pointant 2 épidémies. La leptospirose et le choléra frappent violemment la France de l'océan Indien. 2 maladies des pays pauvres qui frappent 2 territoires français. Cette France qui, à Mayotte, laisse mourir un enfant de 3 ans. Oui, chers collègues, on meurt du choléra en France, ou plutôt en Outre-mer, l'autre France. N'est-ce pas là le résultat de l'abandon de nos territoires? Le choléra met une fois de plus en lumière le sous-développement du 101e département français. À quand l'égalité de traitement en territoire de la République? À quand l'égalité des services publics, notamment l'accès à l'eau, ce bien commun? Une épidémie qui risque de s'étendre à La Réunion qui est déjà confrontée à une autre maladie, la leptospirose. Depuis le début de l'année, elle fait face à une forte augmentation de cas du jamais vu. Et déjà 2 morts qui pouvaient être évitées. 70% d'hospitalisation et 25% en soins critiques. Cela contribue à la saturation de nos hôpitaux qui, à ce jour, est de l'ordre de 90% dans les services concernés. La Réunion dispose de 15% de lits en MCO et 40% de lits de rééducation en moins par rapport à la moyenne nationale. Pourquoi? Conséquence, pression sur les services, pression sur le personnel soignant à La Réunion comme à Mayotte. Vous financez la guerre à coups de milliards au détriment de notre santé. C'est indigne de la République. La santé n'est pas une marchandise. Il est urgent d'agir. Des solutions existent. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre? Êtes-vous prêt à mettre en pratique les propositions d'éradication des maladies et de rattrapage du service public? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ratenon.
Vous évoquez le cas du choléra à Mayotte. Et effectivement, à Mayotte, j'y suis allé il y a quelques jours et moi je veux souligner l'engagement des services de l'État pour faire face à une poussée de choléra qui touche énormément de régions dans le monde et notamment l'Afrique australe, l'Afrique des Grands Lacs, pas très loin effectivement de Mayotte. Aujourd'hui, cette épidémie est circonscrite à un quartier, le quartier de Kherson, dans la commune de Koungoun. 76 personnes sont malades et 4000 personnes ont déjà été vaccinées dans ce quartier parce que l'action de l'État, c'est justement la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire face au choléra, une vaccination ciblée et une vaccination qui est progressive, qui cible les personnes qui sont malades, c'est-à-dire leur entourage, les personnes qu'ils ont côtoyées. Par ailleurs, je veux rendre hommage aussi aux 87 volontaires de la réserve sanitaire qui sont sur le terrain, aux côtés des hospitaliers, aux côtés des soignants de Mayotte, pour là aussi détecter, dépister, accompagner les populations et permettre effectivement de se préserver à travers le rappel des règles d'hygiène et puis là aussi de prendre en charge ceux qui en ont besoin. Vous parlez aussi de la leptospirose à La Réunion. D'abord, je vous rappelle que la leptospirose, c'est un classique, malheureusement, pendant l'été austral. Chaque année, on constate de la leptospirose. Je vais vous donner les chiffres, monsieur le député. 107 cas depuis aujourd'hui constatés à La Réunion. Il y en avait 164 cas constatés l'année dernière, 169 cas en 2022. Je pourrais remonter comme ça sur une quinzaine d'années. Chaque année, la leptospirose, effectivement, fait son apparition et dans ce territoire de La Réunion. Alors non, il n'y a pas d'abandon des populations de ces départements. Il y a, au contraire, une présence de l'État. Je l'ai dit pour Mayotte, je veux le redire pour La Réunion. Les investissements qui sont faits sur les services hospitaliers à La Réunion, l'aide qui a été récemment donnée à l'hôpital de La Réunion témoigne de la volonté de solidarité vis-à-vis des habitants de La Réunion. Et cette solidarité, elle est normale, elle est logique et elle est concrète. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Laetitia Saint-Paul pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la commune de Parnay, village de carte postale au cœur de l'appellation Saumur-Champigny, a été révélée au grand public pour de toute autre raison. Ce week-end, une rave illégale réunissant plus de 10 000 personnes a causé de graves nuisances dans tout mon bassin de vie. Malgré la remarquable mobilisation de la préfecture, des gendarmes, des secours, de la procureure, des élus locaux, notamment le maire Éric Lefièvre, pour déployer dans l'urgence, jour et nuit, un dispositif afin d'éviter les suraccidents, ce type de rassemblement illégal s'est soldé une fois de plus, une fois de trop, par la mort d'un jeune homme. Toutes mes condoléances à ses proches. Elle s'est aussi soldée par 216 évacuations sanitaires, par un total de 5 181 infractions, représentant un montant total de plus de 650 000 € d'amende. Monsieur le ministre, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Quels sont les moyens de prévention, notamment de renseignement? Qui porte la responsabilité en l'absence d'organisateurs? Quelle place accorder aux facilitateurs autoproclamés? Quelle réparation pour les victimes, propriétaires, communes, riverains, pour l'environnement? Que finance la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et pour quelle efficacité? Pourquoi cette mission n'est-elle pas pilotée par le ministère de l'Intérieur qui lui reverse l'argent des saisies? Monsieur le ministre, la banalisation de la consommation de drogue est en elle-même un fléau. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, merci d'avoir rendu hommage aux policiers, aux gendarmes, aux préfets qui ont organisé, vous le savez, un centre de secours alors que cette manifestation était interdite et illégale. Et ce sont des évacuations sanitaires et des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des agents de préfecture qui ont organisé le mieux possible, si j'ose dire, des personnes qui étaient parfois sous alcoolémie, sous stup ou sous les deux, avec un décès, vous l'avez dit, d'un jeune homme dont je voudrais évidemment m'associer aux condoléances à sa famille, de façon tout à fait irresponsable de la part des organisateurs, à la fois parce que c'est illégal, mais aussi parce que c'était amateur et violent. Je voudrais saluer, comme vous l'avez fait, le courage du maire et du travail de ses services au sens large du terme dans une petite commune et le travail que vous avez eu aussi en tant que député auprès de votre territoire. Vous l'avez dit, les gendarmes, 800
ont été mobilisés pour faire des contrôles. Plus de 5 000 amendes ont été dressées, qui représentent plus de 700 000 €. Et elles seront payées, ces amendes, je peux vous l'assurer, en lien avec la Direction générale des finances publiques. Des dizaines de personnes ont été interpellées et dès ce matin, en comparution immédiate, un certain nombre de personnes sont passées devant les tribunaux et j'espère des condamnations les plus fermes. Le matériel a été saisi, vous le savez, des organisateurs, et notamment les violences commises contre les gendarmes et aussi la manifestation illégale organisée. Ce sont des réponses pénales fortes que nous espérons de la justice, puisque c'est le procureur de la République lui-même qui a donné ordre aux policiers, aux gendarmes en l'occurrence, d'intervenir pour faire ces saisies. Alors évidemment, se pose la question de savoir si notre législation est suffisante, puisque les renseignements du ministère de l'Intérieur, vous le savez, disaient que dans votre département arriverait cette rave-party, je mets évidemment des guillemets. Mais nous n'avons pas les moyens d'entrave, nous n'avons que des moyens d'information. Première réflexion peut-être que le Parlement devrait évoquer et se saisir. Deuxièmement, avec la Mildeca, nous devons travailler, même si ce n'est pas sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, pour lutter contre la consommation de stupéfiants et non pas contre sa relativisation ou même peut-être son encadrement. Il n'est pas possible et souhaitable d'encadrer la consommation de stupéfiants qui mènent à la mort. Chacun doit le dire ici, et notamment quand elle fauche en pleine jeunesse, des gens qui veulent s'amuser, mais le faire parfois avec de la drogue, ce qui est non seulement illégal, particulièrement dangereux et interdit. Merci beaucoup, monsieur.